Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Garage, le magazine de tous les moteurs de Watch, que j'ai le plaisir, comme la semaine dernière et comme la semaine prochaine, de présenter avec l'ami Driss Abdi. Salut Driss. Comment allez-vous mon ami ? Très bien et toi-même ? La forme, allons-y, on va parler de quoi aujourd'hui ? Eh ben, d'abord, je vais expliquer que le Garage, c'est aussi 24h sur 24 sur le site watch.tv, si tu permets. Faites, je vous en prie. Et via les podcasts sur iTunes, c'est gratuit, il suffit de s'abonner. Vous nous suivez également sur les réseaux sociaux avec le hashtag LeGarageTV, et puis sur les box internet de Free, d'Orange et de Bouygues. Bouygues Canal 137, ça a changé il n'y a pas très longtemps. Rebootez la box si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, au sommaire, donc Driss, on est partout en fait. Pourquoi tu répètes tout ça finalement ? Parce que ça a besoin de se savoir. Il faut le dire aux gens. Dites-le à vos amis. Alors vas-y, enchaîne. Donc au sommaire cette semaine, on va au Japon. On reste au Japon d'ailleurs, cool. Puisqu'on prendra le volant de la nouvelle petite GTI japonaise. J'ai nommé la nouvelle génération de la Suzuki Swift Sport, 140 chevaux et moins d'une tonne. Nous verrons comment elle peut rivaliser avec les plus prestigieuses de son segment. Et puis un événement pas banal dans le garage, puisque nous célébrerons un enterrement. Et oui, le Mitsubishi Pajero tire sa révérence après 40 années de service. Nous verrons si ce maître du 4x4 a quelque chance de partir pour mieux revenir. Et pour nous apporter ses lumières cette semaine, notre spécialiste habituel, Nico Edet. Salut Nico. Salut Alex, salut petit Driss. Nico qui est dans sa Dacia en banlieue parisienne. Ouais, c'est beau, ça pousse, il y a du décor et tout. C'est drôlement bien fait, ça fait plaisir. Ouais. Je vous en prie. Allez, le garage ouvre ses portes dans une seconde. À tout de suite. Voilà, donc c'est l'esprit GTI à la sauce japonaise. La petite Suzuki Swift Sport, ça fait 3S, c'est pas facile à dire. La Suzuki Swift Sport donc arrive dans sa nouvelle génération. Driss, on avait essayé la Suzuki Swift l'année dernière, la voici donc dans sa version sport. Qu'est-ce qu'on a pensé ? Je l'ai essayé avec l'ami Michel Holtz, qui est pas là aujourd'hui, mais donc qui est quand même ici, par le sujet. Alors, pour une fois, on n'essaye pas un SUV, Michel. Oh là là, quelle chance, mais quelle chance. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu aussi enjoué. Mais ouais, non seulement on n'essaye pas un SUV, mais c'est juste le contraire d'un SUV, cette Swift Sport. C'est une voiture légère, elle est basse sur la route, elle a un châssis de karting, donc c'est vraiment l'inverse de ce qu'on fait d'habitude à longueur d'émission, c'est vrai. Alors, c'est vrai que la Swift, donc la nouvelle génération de Swift est née l'année dernière. Ça, c'est donc sa déclinaison sport qui existait déjà dans les versions précédentes. Moi, je dois avouer que je suis très agréablement surpris par cette voiture. Alors, le châssis, je m'attendais à ce qu'il soit bon parce qu'il est déjà bon sur la version normale. Mais j'avais un petit doute sur la partie mécanique. La précédente version était un petit peu poussive. Là, on a un petit moteur 1,4 litre turbo qui fait 140 chevaux. C'est pas énorme en soi, mais tu l'as dit, la voiture est super légère. Et du coup... il y a du couple en bas et au volant c'est super agréable. En fait cette voiture là elle révise les fondamentaux de la GTI. Elle a moins d'une tonne et 140 chevaux. C'est parfait pour 970 ou 974 kilos. C'est juste ce qu'il faut, de quoi s'amuser. C'est une voiture qui coûte pas très cher à fabriquer donc qui est pas très cher à vendre. Et voilà, il y a de quoi s'amuser. On n'est pas dans du grand luxe comme les GTI ont tendance à le devenir avec de la fabrication top qui va vers le premium. Aujourd'hui GTI, chez plein de marques, chez Volkswagen, chez Peugeot, chez tout le monde, c'est synonyme de haut de gamme. C'est pas ça une GTI. Une GTI de base, c'est cette Swift Sport, une voiture légère, la puissance qu'il faut, une boîte bien étagée pour s'amuser. Voilà, c'est tout. Et ça suffit. Alors c'est vrai que comme tu le fais remarquer, on est dans de la finition plastique. C'est bien ajusté, mais c'est pas... Ça n'empêche pas d'être costaud, voilà. Des plastiques durs, mais ils sont costauds. Alors, effectivement, si vous cherchez un plastique moussé, il faut aller voir ailleurs. Là, c'est pas du tout la philosophie. En même temps, ça participe à l'économie et donc à un tarif très abordable, on va revenir dessus. Moi, ce qui me plaît bien aussi, c'est que, bon, elle a un look. Alors là, on a une couleur jaune pétante. Jaune stabilo. Jaune stabilo, ouais. Je sais pas si elle vendra beaucoup comme ça, mais en tout cas moi je trouve ça très sympa. Ce qui me plaît bien aussi, c'est qu'elle n'est pas non plus complètement bardée de technologie, même si
il y en a et qu'elle est parfois pas très utile, elle reste assez simple finalement. Oui. Il y a quand même tout ce qu'il faut, hein. C'est pas la peine d'effrayer les téléspectateurs. Il y a du GPS, il y a du lane assist, on a même un régulateur adaptatif, bref, il y a tout ce qu'il faut. On va pas aller chercher des semi-autonomies sur ce genre de voiture dont elle n'a pas besoin, mais elle a le minimum, elle a le minimum et même un peu de superflu, et c'est largement suffisant. Ouais. Et même elle est plutôt habitable. Bon, les sièges sont pas non plus ce qu'on fait de mieux dans le genre, on n'est pas chez Recaro, on n'a pas des choses comme ça. Les sièges sont baquets, mais ils sont quand même... C'est une voiture un peu féminine, la Swift, et au niveau de la sellerie, j'ai pas tout à fait un gabarit jeune fille. Au niveau de la sellerie, je me sens quand même un petit peu à l'étroit, je dois dire. Non, mais tu te fais du mal, mais c'est vrai que c'est pas non plus les sièges les plus... On n'est pas dans un siège ultra large type Citroën. Quelques centimètres de plus en largeur ne serait pas pour me déplaire. Il n'y a pas d'accoudoir, voilà, c'est pas une voiture qui est faite pour le confort, faut être clair. Oui. Elle est très sympa sur ces routes un petit peu sinueuses ici dans le sud de l'Espagne. 3 heures sur l'autoroute, je suis moins certain. Tu vois. Oui, par exemple, le moteur est quand même un peu bruyant à haut régime, un moteur qui n'a pas un bruit formidable non plus. Il n'y a pas eu un travail sur l'échappement, un travail sur l'acoustique extraordinaire, mais ce moteur-là, encore une fois, tu l'as dit, il fait 140 chevaux, et les 140 chevaux, ils sont présents partout. Ouais. On est à 197 Nm de couple. 230, pardon. Et ils sont bien répartis, tout est bien étagé. La boîte, c'est pas la boîte la plus formidable, on n'est pas chez Honda pour la boîte, mais, non, mais elle est plutôt bien étagée, elle guide bien, donc... Les freins sont pas non plus ce qu'il y a de plus progressif, etc. Mais c'est une voiture qui est faite pour s'amuser, et là, elle remplit toutes les fonctions pour ça, et c'est parfait. Tout en étant quand même assez habitable, c'est un segment B, on a des portes à l'arrière, on a une ligne qui est jolie, on a du coffre, c'est aussi polyvalent. Ouais. Donc, alors c'est plutôt sobre, hein, on est autour de 8 litres, donc avec 8 litres en montagne, 8 en montagne. Même, donc on peut tourner sur des circulations normales périurbaines à 7 litres sans trop. Et heureusement qu'elle ne consomme pas trop, parce qu'elle a quand même un petit défaut, c'est un réservoir qui est tout petit, 36 litres. 36 litres, c'est voilà, si vous tapez un peu dedans, vous faites 200 km, il faut faire le plein. On arrive à l'autonomie d'une voiture électrique. Exactement, c'est une voiture thermique avec l'autonomie d'une électrique. Mais bon, ça participe à la légèreté de la voiture aussi, de ne pas avoir trop de fluide finalement. Donc globalement, si on résume, on n'a pas encore parlé du prix, mais elle coche déjà quand même pas mal de cases. Pour ce pourquoi elle est faire, c'est-à-dire une petite voiture sympa, fun, agréable, avec laquelle on peut vraiment s'amuser sans exploser le portefeuille. Donc on n'a pas encore les tarifs définitifs, mais on serait entre 20 et 21 000 euros, sachant que chez Suzuki on fait des voitures sans option à part la couleur, hein, en gros. Donc à ce prix-là, elle n'a pas énormément de concurrence. Non, parce que les autres GTI, je pense à 208, à Clio RS, etc., démarrent plutôt, alors avec des options en plus, et démarrent plutôt autour de 24 000-25 000. Donc c'est beaucoup plus abordable. Mais encore une fois, c'est parce qu'elle n'a pas ce côté cossu que peuvent avoir les autres GTI. Alors que même la Ford Fiesta ST, qui est la plus proche philosophiquement de ces anciennes GTI, est aussi autour de 24 000-25 000 euros. Mais il y a plus de chevaux, elle a 200 chevaux, et elle est aussi un petit peu plus techno. Alors après, le problème, c'est que on n'a pas en tête Suzuki, quand on veut acheter une GTI et qu'on fait dans sa tête sa petite shortlist, on met 3-4 voitures, ou on a le choix entre 3-4 voitures, on n'a pas tendance à mettre cette voiture dans cette shortlist là, mais il ne faut pas hésiter à le faire, il ne faut pas hésiter à l'essayer, parce qu'elle tient vraiment la dragée haute à tout le monde, au niveau agrément, pas au niveau vitesse, pas au niveau puissance pure, mais au niveau amusement qu'elle procure et intérêt de conduite, elle est vraiment à la hauteur. Eh ben écoute, j'ai rien à ajouter, je suis 100% d'accord avec toi, ça arrive pas toujours, mais là c'est le cas. Et on achète. Et on achète, voilà, mais vraiment dès demain, j'ai envie de dire. Mais ne lâche pas le volant, Elle vous inspire quoi cette GTI jaune Stabilo, Nico ?
Ah, c'est une couleur très très originale. Ouais, disons que dans le gris urbain, sous la flotte et tout, c'est quand il Ouais. pleut, quand il fait moche, ça peut être bien, effectivement. Alors, il pleut pas tous les jours, donc on peut aussi. Non, après, je trouve ça original. Il y a un look carbone sur certains éléments qui est sympa. Voilà, je trouve qu'elle est. En plus, la Swift, elle a toujours été sympa comme voiture, hein. Je trouve que depuis les générations, c'est un peu celle qui se dénote un petit peu, à une époque, elle reprenait un peu l'esprit Mini aussi Ouais. en termes de design, Bah moi, le côté c'est. citadin très chic et tout, et c'est ce qui lui va bien. Enfin, voilà, le fait que ce type de voiture se dénote un peu en termes de couleur, bah pourquoi pas, ouais, ça change un peu des Moi, elle m'a trucs. fait. Tu Oui. parlais de Mini, elle m'a fait effectivement penser un petit peu à la Mini en la conduisant, Ouais. parce que on dit toujours que la Mini c'est un petit kart. Ça, effectivement, c'est un vrai petit kart. C'est-à-dire, c'est léger, ça Ouais. guide bien, ça a de la Ouais. reprise. C'est vraiment fun à conduire. Driss, on avait essayé la version normale Standard, enfin, l'année dernière, la version standard de cette nouvelle génération de Swift. Et déjà, on avait bien apprécié le châssis de cette voiture, hein. C'était une voiture super sympa. Le châssis était, ouais, le look déjà le look qui avait été complètement revu pour cette nouvelle version. Le châssis était très bien. Il y avait ce petit moteur électrique aussi qui te donnait un petit peu de peps. Ouais. On avait roulé pendant 2 jours dans les environs de Monaco. Ouais, j'ai un très bon souvenir de cette voiture. Malheureusement, j'ai pas pu essayer la version sport, mais oui, en jaune, j'ai aucun souci avec ça. Regarde, Renault Sport, hein, souvent c'est aussi le jaune, hein, leur couleur. Ça ira très très bien à Nico, avec sa coupe de cheveux, on l'appellera Pac-Man. Et au-delà de ça, non, ça a l'air d'être une voiture. Déjà en l'état, hein, là je la regardais pendant votre essai. Rien que de série, elle est très sympa. Imagine si en plus tu t'amuses à un petit peu customiser la bête. Enfin voilà, bon, à essayer. Moi j'ai bien envie d'essayer. Michel, alors Michel, je me suis un peu marré pendant le reportage parce que Michel, en fait, aime beaucoup cette voiture. Bon, il y a un côté subjectif aussi, hein, on le connaît un petit peu, l'ami Holtz. C'est que, en fait, bon, alors c'est peut-être pas la meilleure direction, c'est peut-être pas les meilleurs sièges, c'est peut-être pas la meilleure boîte, mais c'est bien quand même. Voilà, c'est-à-dire que. Et là, juste pour corriger une chose, c'est que le marché aujourd'hui est à plus de 25 000 euros hein, sur les GTI. Et on se rapproche petit à petit des 30 000 hein, chez Renault sur une Clio RS ou je sais pas, Ouais, avec en la fait, 208 GTI. Donc, effectivement, elle est pas chère du tout, cette Swift, par rapport au marché. Elle se situe vraiment très très bien. en fait, on est plus proche d'une Fiesta ST Line que d'une Fiesta ST, ne serait-ce que en termes de puissance. Et là, on réduit quand même un petit peu significativement même l'écart de prix. La Fiesta est plus lourde, on l'a pas encore essayé, donc on va pas en dire du bien ou du mal, hein, mais sur le papier, elle est plus lourde. Donc je saurais pas dire aujourd'hui si elle est plus ou moins amusante à conduire, mais Ford en tout cas prétend la développer dans le but du plaisir de conduire avant tout, donc ça sera vérifié. Il y a une chose qui est super importante dans ce que tu viens de dire, c'est encore une fois cette histoire de poids-puissance. Parce que là, Nico vient de parler du prix à l'achat de la voiture, mais il y a aussi la consommation. Enfin, je veux dire, le truc, ça n'a pas l'air non plus d'être de consommer de folie. C'est comme tout, hein, c'est des petits moteurs turbo, donc tant qu'on conduit, on va dire, de façon raisonnable, on arrive à avoir des consos raisonnables. Si on tape dedans, là, comme je le dis dans le sujet, on fait tomber l'autonomie de façon très importante. C'est parce que le réservoir est petit, mais le fait est, avec un châssis pareil et un tel poids, à mon avis, tu dois bien te marrer avec cette caisse. Alors, Nico, Michel, justement, pendant le sujet, parle de cette premiumisation des GTI. Et moi, j'ai envie de lui donner raison quand même sur ce retour un petit peu à l'esprit GTI, qui était celui de la première Golf GTI hein, dans les années 70, avec une voiture très légère, très peu d'équipement, mais un petit moteur sympa, et puis un volant 4 euros, quoi. Hein. Bah en fait, c'est un peu, enfin c'est pas un drame, hein, mais c'est un peu la suite logique des petites sportives depuis, et même de Volkswagen avec la Golf. La Golf est devenue une voiture presque premium, pas vraiment, mais pas par rapport à certaines françaises ou certaines italiennes qu'on peut mettre en face. Bon, on est quand même on a le petit truc en plus, c'est un peu mieux équipé, il y a plus de choses. C'est valable aussi sur les GTI, surtout que ça reste c'est quand même Volkswagen qui a créé le concept hein, de la GTI. Les voitures ont beaucoup évolué, elles se sont alourdies, elles sont plus sûres, mais elles sont aussi mieux équipées. En même temps, les tarifs ont explosé aussi. C'est-à-dire que, je sais pas, moi je me souviens de certaines époques, une
205 GTI, c'était l'équivalent, je sais pas, de 70 000 francs, un truc comme ça, ou un peu moins. 70 000 francs, si on rebascule en euros, on est un peu plus de 10 000. Aujourd'hui, à 10 000 euros, c'est plutôt 30 000, enfin même 35 000 une Golf GTI. Tout a vachement augmenté, mais en même temps, elles sont très équipées. C'est vrai que c'est intéressant, c'est même très malin de revenir sur des valeurs un peu plus basiques, standards, et surtout que les GTI sont quand même assez rares aujourd'hui sur le marché. Elle a ses chances, cette Swift, Nico, parce que c'est vrai que c'est un des best-sellers de Suzuki depuis même assez longtemps, cette Swift. C'est la plus grosse vente sur le marché français, je crois. Hein. La Swift reste le modèle numéro 1 pour Suzuki, je crois. Ouais, et alors justement, elle va cultiver un petit peu ce paradoxe. Elle existe en version sport depuis déjà quelques années, donc là, on l'a dit, c'est la nouvelle version. Elle cultive un petit peu ce paradoxe de la voiture qui est on va dire a priori féminine, mais qui est aussi achetée par des hommes justement pour ce côté un petit peu kart, un petit peu musclé de la version sport. La précédente version sport, pour moi, je vais être honnête, elle avait de sport que le nom, c'est-à-dire que le moteur était creux, elle était sympa au niveau du châssis, pareil, mais elle n'était pas très 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 amusante à conduire pour qui conduit un petit peu de voiture sportive. Celle-ci, elle fait beaucoup plus le job selon moi. Moi, j'avais bien aimé la précédente. Hein. Je sais pas, Driss, tu l'avais essayé la précédente ? Non, moi j'ai essayé. Non, moi j'essaye pas les voitures de sport. Hein. J'essaye que les voitures standards, la version classique. Ouais, les motos c'est tellement mieux. Ouais, t'as raison. Mais non, mais c'est vrai que la précédente, elle était pas hallucinante en termes de sportivité. Je trouve qu'elle faisait bien le job, mais voilà, elle était peut-être un peu trop de l'esprit sportif justement. C'était un peu la petite version un peu plus qui envoyait qui donne un petit peu plus de pêche, mais sans aller jusqu'au bout des choses. J'ai pas essayé celle-là malheureusement, mais d'après ce que vous dites, elle a l'air. Moi, je suis pas d'accord avec vous quand vous dites qu'elle est très féminine. Bon, c'est peut-être parce que tu rentres pas dans les sièges, mais à part ça, je trouve qu'elle a une bonne bouille. Tu vois, t'es tout petit, il faut même reculer les pédales, sinon tu touches pas les... Ah bah oui, ça c'est encore autre chose. Mais non, je trouve qu'elle a fière allure. Tu vois, ils ont revu la face avant, revu l'arrière, etc. La voiture, elle est très chouette. Mais c'est vrai que c'est unisexe. C'est une voiture qui a été vendue même avec des séries spéciales un petit peu féminines. Je sais plus si c'était elle ou peu importe, ou Marie-Claire ou je sais plus. Il y en avait une autre avec je sais plus quelle... On va leur demander de nous faire une version Men's Fitness. Bah voilà. Ouais, c'est vrai. Bon allez, on va enchaîner avec le prochain sujet. Et toi, tu vas casser l'ambiance, je sens. Je vais casser l'ambiance, oui et non, parce que je pense que ce sera pour mieux renaître, on ne sait jamais. Mais on va parler d'un 4x4, et pas des moindres, qui disparaît du marché. Le Mitsubishi Pajero, c'est 40 ans d'histoire qui quitte le marché européen. On va regarder l'essai qu'on a réalisé il y a quelques semaines en Corse, avec cette ultime version du Pajero, si vous le voulez, commandez-le vite. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un événement assez peu commun. Philippe Portail, salut. Salut Alex, tu vas bien ? Ça va. Peu commun, je disais, parce qu'en fait on célèbre un enterrement. Mitsubishi Pajero, 4e génération, peut-être la dernière, en tout cas la dernière pour celui-là, ça c'est sûr. Mitsubishi va arrêter de le commercialiser en Europe pour des raisons de normes anti-pollution. Il a quand même une sacrée histoire, Philippe, ce Pajero. Hein, ouais, il a une sacrée histoire. 12 victoires au Paris-Dakar, rien que ça. Ouais. Largement devant tous les autres concurrents qui ont participé à l'épreuve. Et puis surtout, on l'a tous plus ou moins connu, cette voiture, et elle a des capacités de franchissement. D'ailleurs, on est sur une petite route très sympa ici en Corse. Ouais, on est sur une piste là. C'est vraiment une voiture géniale. C'est vraiment dommage qu'elle s'arrête, mais comme tu le disais, avec un peu de chance, elle renaîtra de ses cendres peut-être dans quelques temps avec l'Alliance Renault. Ce qu'on nous a dit chez Mitsubishi, c'est qu'ils avaient laissé une case à la place du Pajero dans le plan produit. On voit mal la marque abandonner ce nom mythique de Pajero. Et puis surtout, arrêter le Pajero tout court, ça serait certainement un peu suicidaire pour Mitsubishi, parce que c'est un petit peu son histoire. Ça fait 40 ans qu'il y a des Pajero. Maintenant que la marque est dans le giron de Renault, on peut imaginer qu'un Pajero nouvelle génération, peut-être hybridé, sortira d'ici quelques années. En tout cas, on le souhaite.
on va quand même parler un petit peu de cette voiture. Bon, alors là, c'est un vrai 4x4, donc un look 4x4, un peu boîte à chaussures, très carré, très anguleux, une grande garde au sol, tout ce qu'il faut pour faire du franchissement. On en a fait un petit peu d'ailleurs hier avec cette voiture. En revanche, ce que Mitsubishi lui a donné sur cette nouvelle génération, alors qu'on aborde un troupeau de chèvres, ce que Mitsubishi lui a donné sur cette nouvelle génération, c'est cette dernière génération, pardon, c'est un équipement assez complet. Il y a même CarPlay, dis donc. Ouais, exactement. On peut écouter de la musique, on peut avoir la lecture de ses SMS. C'est assez moderne pour une voiture dont la conception est quand même pas très récente. C'est une bonne chose. Non, c'est pas récent, c'est rustique. Hein, tous les changements de mode de conduite 4x4, 2x4, rapport court, etc. se font avec une manette mécanique. Hein. Donc on peut le faire en roulant jusqu'à 100 km/h et ça c'est assez unique d'ailleurs. Il y a peu de 4x4 de ce type là qui sont capables de le faire. Donc c'est plutôt sympa, c'est même presque confortable comme voiture. Hein. C'est un petit défaut, c'est que là c'est un bloc diesel qui est un peu bruyant. D'ailleurs on roule doucement mais on l'entend quand même assez bien. Hein. Et puis la pédale de frein est quand même assez spongieuse, hein. C'est bizarre quand on est sur des anciennes conceptions. C'est des conceptions de voitures un peu anciennes, on n'est plus habitué à ça. Alors, donc, une voiture pleine de qualité qui a évidemment un défaut, c'est son prix parce qu'elle est très malucée, évidemment. Ça vaut dans les 50 000 €, on doit être pas très loin du malus maximum avec ce véhicule. Néanmoins, je crois que Philippe, si aujourd'hui on cherche un vrai 4x4, on n'a pas beaucoup le choix. Hein. On a Jeep, on a Mercedes avec un produit qui est certes magnifique pour le 4x4 mais qui est hors de prix. Et puis on a dans les derniers spécialistes du vrai 4x4 Mitsubishi avec ce Pajero. Il le restera après le pick-up L200. Toyota aussi. Et Toyota, voilà, j'oubliais le dernier japonais, autant pour moi. Donc voilà, je parlais de vrais spécialistes 4x4, hein, c'est surtout Jeep, Mitsubishi et évidemment Mercedes avec le Classe G. Est-ce que à choisir, on le mettrait sur la liste ce Pajero? Alors, dans les derniers qui restent, faut se dépêcher. En fait, moi j'aime bien ce Pajero. Je suis pas du tout fan des SUV, mais alors pas du tout. Pour plein de raisons qu'on pourrait aborder, mais ce serait trop long. Là, on a un vrai, comme tu disais tout à l'heure, on a un vrai 4x4. Malgré tout, il y a un confort, un véritable confort. Il y a une belle finition, on a l'intérieur cuir, etc. Et on est dans l'esprit de ce qu'est un 4x4. C'est-à-dire qu'on ne s'inquiète pas spécialement des franchissements. Et perso, ne serait-ce que par l'histoire de cette voiture, par son palmarès, moi je le mets dans ma liste des 4x4 à choisir éventuellement pour m'amuser, pour faire comme on fait aujourd'hui de la piste. On va continuer à faire un peu de piste avant de le rendre. Hein. C'est dommage d'ailleurs de le rendre. Voilà pour cet ultime essai de cette 4e génération du Pajero. Je ne sais pas si l'un et l'autre vous aviez déjà essayé cette voiture, Nico. Je suis pas sûr d'avoir essayé le tout dernier. J'en ai essayé pas mal, hein, des Pajero, je le suis depuis longtemps, pas depuis le début parce que j'étais trop jeune, mais il existe depuis pas mal de temps. Effectivement, je trouve qu'il n'a pas forcément évolué de la bonne manière parce que vieux moteur, parce que, moteur bruyant et tout, et que les SUV, les 4x4, comme on les nommait quand même il y a encore pas si longtemps, ont un peu disparu en termes d'appellation. On les a appelés SUV, puis après on les a appelés crossover. Puis là, on vient sur justement, on les appelle plus crossover, maintenant on réaffirme, comme je le disais récemment, le terme de SUV. Sauf que là, on est encore sur de la vieille, du vieux matos, mais du vrai franchisseur, des engins qui sont capables d'aller partout, qui ont quand même une gueule sympa, qui ressemblent à un gros 4x4, justement. Les gamins adorent, généralement, les enfants, on a toujours cet œil un peu sympa à regarder ce type de véhicule. Et ça reste effectivement une icône pour la marque Suzuki, hein. Ils en ont vendu énormément à une époque. Mitsubishi. Il est resté sur la Swift. On est resté sur la Swift. Sur la Swift Sport, désolé. Non, en fait, pour Mitsu, c'est quand même, ils ont quand même gagné le Dakar plein de fois avec. C'est une icône. Maintenant, je pense qu'il va revenir. C'est une question de génération de moteurs, je pense. Ils vont revenir avec quelque chose. Tu parlais d'hybridation et je pense que c'est très juste. Ils vont revenir avec quelque chose d'hybride d'ici quelques temps parce que le groupe, l'Alliance,
Renault-Nissan a forcément des choses sous le coude à lui offrir. Mitsubishi est déjà très fort sur le plug-in hybride avec son Outlander, hein, qui est un des premiers plug-in hybrides sur le marché en France, en Europe, dans le monde. Enfin, c'est quasiment une des meilleures ventes de Mitsubishi, le Outlander, mais en PHEV, ils se vendent un petit peu moins évidemment, mais pas mal quand même. Donc c'est la réflexion qu'on se faisait avec Philippe Orteil pendant le tournage de ce reportage, c'est que effectivement, avec l'alliance Renault-Nissan, donc Mitsubishi maintenant, il y aura certainement une évolution hybride, voire plug-in hybride ou électrique dans le 4x4 et donc dans ce Pajero. Ils ont la technologie. Pardon ? Ils ont la technologie, maintenant il reste aussi à adapter le système. Effectivement, c'est un véhicule qui est assez ancien, donc adapter le Outlander PHEV dans un Pajero, c'est pas simple, je pense. Donc il va certainement autre chose ou adapter, hein. Mais bon, en tout cas, ils ont ce qu'il faut, quoi. Certainement, et puis faire un vrai 4x4 avec de l'électrique, si on conserve un app de transmission, etc., c'est sans doute pas évident non plus. Donc ça va être à voir. Il va pas simplement falloir plugger la chaîne de transmission de l'Outlander dans le Pajero. Ça risque d'être compliqué. Driss, tu veux... Ouais. Tu disais quelque chose, Nico? Oui, bien sûr. Ouais, je valide totalement ce que tu viens de dire, en fait. Un petit mot de conclusion. Moi, j'ai jamais essayé ce Pajero. Je connais le Classe G, si tu veux que je t'en parle. Mais en l'occurrence, c'est sûr que, à mon avis, c'est un peu comme un grand film là, qui cartonne au cinéma, qui a fait plus d'1 milliard. T'as des gens qui sont morts, mais qui vont peut-être revenir. Et à mon avis, c'est pas vraiment un enterrement. Il renaîtra de ses cendres d'ici peut-être 2 ans. Donc rendez-vous dans 2 ans. Et puis ta comparaison avec le Classe G n'est pas si idiote que ça, parce que le Classe G, c'est un véhicule qui est pareil, qui a dépassé les 40 ans d'âge. Alors il a été revu récemment. Mercedes a peut-être plus les moyens de faire une voiture à perte, parce que le Classe G il se vend dans les Émirats essentiellement très cher, et dans des versions qui sont même pas faites pour faire du 4x4. Nico peut en parler, il l'a essayé il y a pas très longtemps. Écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Il me reste donc à vous remercier de nous avoir suivis. Merci à toi, Nico, d'avoir tenu jusqu'au bout. Merci aussi Benjamin à la réalisation. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. En attendant, n'oubliez pas les rediffs et les replays. Parlez-en aussi à vos amis, comme je disais en début d'émission, ça fait plaisir. Les programmes continuent sur Watch. Salut à tous.